Le vent serait-il en train de tourner entre Bamako et Washington? Longtemps marqué par une méfiance réciproque, des sanctions, un dialogue de sourds, la relation entre le Mali et les États-Unis semble amorcer un virage à 180 degrés. Depuis quelques semaines, le ton a changé. Fini les leçons de morale sur le calendrier électoral, place au réalisme et au respect de la souveraineté. Washington, qui observait avec inquiétude l'influence croissante de la Russie dans le Sahel, semble aujourd'hui vouloir reprendre langue avec les autorités de transition. S'agit-il d'une réelle volonté de partenariat d'égal à égal, ou est-ce une stratégie de rattrapage face à la perte d'influence occidentale en Afrique de l'Ouest, ou encore quelles sont les contreparties attendues par le Mali, désormais membre pilier de l'Alliance des États du Sahel? Avec l'invité de ce soir, nous décryptons les coulisses de ce dégel diplomatique. Luc Kouméa Balo Abaki, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci d'être avec nous. La visite à Bamako en février dernier du haut fonctionnaire américain Nick Tucker en dit long sur les nouvelles intentions de l'oncle Sam. Après des années de tensions, de sanctions, Washington parle désormais de respect de la souveraineté et de nouveaux départs. Luc Abaki, comment expliquez-vous ce changement de ton soudain de la part du département d'État américain alors que les relations étaient au point mort? Non, mais je pense qu'on peut, en observant un peu le contexte géopolitique africain, se dire qu'il y a au moins 2 ou 3 raisons, tout simplement. La première, qui est vraiment fondamentale, c'est l'intransigeance des autorités maliennes. C'est leur rigueur, leur fermeté et leur cohérence par rapport au concept de la souveraineté. Voyez-vous, lorsque Assimi Goïta était arrivé au pouvoir, il avait commencé à définir de nouveaux paradigmes par rapport à sa gouvernance, prônant justement cette question de souveraineté, de respect des intérêts des Maliens et puis bon, des choix stratégiques qu'ils opèrent en lien avec les intérêts des Maliens. Écoutez, ces puissances impérialistes avaient tendance à se moquer même de cette philosophie, en tout cas de cette vision qu'il était en train d'imprimer parce qu'ils considéraient qu'il était plutôt un amuseur de galeries. Il n'a pas les moyens qu'il fallait pour pouvoir implémenter cela et imposer une telle posture justement aux puissances occidentales. Mais, chemin faisant, on constate que, écoutez, le régime d'Assimi Goïta est resté cohérent, constant, et puis suffisamment rigoureux par rapport à cette philosophie-là. Et donc, du coup, ces impérialistes qui croyaient que, écoutez, Assimi Goïta et son régime allaient vivre les mêmes réalités que celles-là que les régimes des années 60 avaient résolu. Parce qu'au départ, lorsque vous initiez une telle politique, soit vous êtes assassiné, soit votre régime est tout à fait renversé. Mais il se trouve que, vu les réalités d'aujourd'hui, Assimi Goïta a réussi le pari, non seulement donc d'ancrer cette philosophie-là et d'en faire vraiment une vraie vision qu'il implémente à travers les choix stratégiques et politiques qu'il opère, mais il a réussi à travers sa vision à faire même amplifier cela, notamment au Burkina Faso, au Niger, etc. Et donc, ça devient un système de gouvernance qui est une réalité irréfutable dans la réalité géopolitique actuelle. La deuxième raison, c'est qu'ils ont eu la lucidité d'avoir des partenariats stratégiques très importants, notamment avec un pays comme la Russie, qui est un redoutable adversaire donc, des États-Unis et de l'Occident dans son ensemble. Et donc, dès l'instant où il y a donc ce partenariat stratégique qui permet à Bamako et aux autres capitales de l'AES de composer véritablement de manière gagnant-gagnant, alors là, ils ont bien compris que ça devient sérieux. Si on ne change pas de temps, si on ne fait pas, on coupe pas un peu les chines, mais on risque de perdre véritablement tout l'espace qui nous était dû d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils ont compris qu'il faut refaire la cour à ces pays-là, parce que les ressources sont là-bas, vous le savez, les ressources stratégiques, le lithium, l'or, le pétrole, etc., etc. Et donc, c'est une vérité inévitable. La troisième raison, c'est la subtilité diplomatique qu'a adoptée, bien sûr, Bamako, en mobilisant les consciences. Voyez-vous, ils n'ont pas mobilisé que les consciences au niveau du Mali et de l'AES, mais ils ont mobilisé les consciences au plan international, y compris l'opinion dans les pays occidentaux en question. Et donc, ça devient une source de pression pour ces puissances qui jouaient au Djombri, qui jouaient au Caïd. Ils comprennent que, mais attention, si nous commençons à avoir des problèmes internes chez nous,
parce que justement nous avons perdu de la marge et de l'espace dans ces pays-là, on risque d'avoir une fermentation interne qui va nous créer des problèmes. Et donc, il vaut mieux continuer par composer avec eux de sorte qu'on puisse avoir une petite marge qui nous permette justement d'avoir les ressources permettant d'alimenter notre économie. Donc, je pense que c'est tout ça, tous ces éléments-là qui concourent à expliquer qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus passer par la force parce qu'ils ont en face des militaires, des officiers, et dont le propre justement est de travailler pour, enfin, qui ne peut pas être intimidé, bien sûr, par ce genre d'intimidation, enfin, de posture, de jambrie, de puissance, etc. Et donc, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Mais maintenant, ce qu'on va attendre, c'est la vigilance, justement, des dirigeants du Mali, parce que ces prédateurs restent prédateurs. Leur vision reste les ressources dont ces pays disposent. Ce n'est pas parce que vous avez des beaux yeux, ce n'est pas parce que vous êtes des amis, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours rester cohérent et constant. C'est parce qu'ils ont été cohérents et constants qu'ils suscitent aujourd'hui respect et admiration. Et donc, s'ils veulent toujours garder cette marge-là, en tout cas bénéficier de davantage de respect, il faut vraiment rester dans cette logique-là. Voilà. Alors, le Mali a fait du respect de sa souveraineté une ligne rouge, comme vous l'avez souligné. Les États-Unis sont-ils sincères ou est-ce une concession sémantique pour reprendre pied dans la région? Comme je l'ai dit à l'instant, vous savez, quand vous êtes voleur, par essence, il est difficile que vous puissiez extirper de vos chromosomes les réflexes de vol. Ça veut dire que, écoutez, tout ce qui concourt à vous permettre d'avoir les ressources dont vous avez besoin, vous allez le faire. Mais les circonstances peuvent vous amener à plier, tout simplement, parce que vous savez que sans ça, c'est un passage obligé pour vous permettre d'avoir accès aux ressources en question. Et donc, on ne peut aucunement compter sur la bonne foi, justement, de ces prédateurs séculaires qu'on connaît toujours. Mais on peut se dire qu'ils peuvent comprendre que le contexte étant ce qu'il est, et donc suffisamment fermés à la complaisance, etc., ils sont obligés de guerre lasse, de composer avec Bamako comme étant un partenaire à part entière. C'est-à-dire un pays souverain et qui défend ses intérêts et qui fait en sorte que, je ne comprends pas comment, si la question de souveraineté n'est pas négociable en France, elle n'est pas négociable en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Russie, ailleurs, pourquoi cette question de souveraineté devait être négociable en Afrique? Voilà la question de base qu'on doit pouvoir se poser. Et donc, ça veut dire que les dirigeants de Bamako et de l'AES font très bien d'être tout à fait fermes et intraitables sur cette question. Parce que s'ils ne sont pas de bonne foi, tant pis, c'est eux qui vont perdre. Parce que là, c'est des questions qu'on ne discute pas, qu'on ne négocie pas. Ça ne se négocie ailleurs et ça ne saurait être négocié justement à Bamako. Et donc, qu'ils soient de bonne foi ou pas, qu'ils aient compris ou pas, dans tous les cas, c'est eux qui seraient perdants, puisque c'est eux qui ont besoin des ressources pour alimenter leur économie, pour justement continuer à occuper leur position privilégiée de puissance internationale, etc., etc. Si ce n'est pas le cas, écoute, on émerge avec d'autres partenaires et c'est tant mieux. Mais justement, vous parlez de ressources. On évoque un intérêt américain pour les minerais critiques comme le lithium, l'or. Les États-Unis proposent-ils une aide antiterroriste à la carte en échange d'un accès sécurité aux ressources? Il me semble que Donald Trump lui-même avait fait une proposition de cette nature, qu'il était prêt à éliminer les chefs terroristes dans le Sahel contre certaines ressources, etc., etc. Oui, comme je le dis, ce ne sont pas des amitiés, ce sont des partenariats tout simplement. Alors si aujourd'hui les États-Unis estiment que avec les équipements dont ils disposent, ils seraient en mesure d'aider à éliminer le terrorisme dans le Sahel, c'est tant mieux. Dans tous les cas, il ne peut pas le faire pour les beaux yeux de Bamako, ni de Mali et de Ouaga ou de Niamey. Ça ne peut que se faire dans un contexte de partenariat. Là où il va falloir être lucide et suffisamment vigilant, c'est la bonne foi, je veux dire, la sincérité dans la collaboration. Voyez? Et donc, puisqu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, mais si au-delà de ça, les États-Unis pensent que cette fois-ci, puisqu'en réalité, depuis que ces pays-là font face au terrorisme, les États-Unis ont toujours été positionnés, notamment avec leur base des drones au Niger. Ils avaient les moyens, si vous voulez, de contrôler ou même d'aider
par les renseignements, etc., à éliminer les chefs terroristes. S'ils ne l'ont pas fait à ce moment-là, parce qu'ils avaient des dirigeants suffisamment complaisants, qui semblaient être des vassaux, qui ne faisaient qu'avaler tout ce qui venait donc de ces puissances occidentales, aujourd'hui, puisqu'ils ont compris qu'ils ont des interlocuteurs intrépides, rigoureux, s'ils peuvent agir pour aider à extirper ce terrorisme-là qui est tout à fait néfaste pour les économies de ces pays, pour la vie de ces pays, pour l'économie de ces pays, mais ça sera tant mieux. Mais ça ne peut qu'être dans un contexte de partenariat véritablement sincère et qui permette de préserver les intérêts de chaque partie. Mais comment Bamako peut-il naviguer entre son partenaire stratégique, à savoir la Russie, et ce retour pragmatique des États-Unis sans créer des frictions internes? Ce n'est pas une question de navigation, c'est une question d'établissement des partenariats naturels et que tout pays qui élabore toujours en fonction de ses besoins, en fonction de sa vision, en fonction de ses intérêts. Vous voyez, ce n'est pas une question que ces puissances-là vont venir s'affronter au Mali ou que les intérêts des uns seront brimés au profit ou au détriment des autres. Il va falloir tout simplement que Bamako élabore sa vision comme il l'a toujours fait et puis la déroule. Aujourd'hui, la Russie l'accompagne véritablement sur le plan de la sécurité et sur un certain nombre de plans, c'est tant mieux. Alors s'il y a des compléments, il y a des marges qu'il faut compléter et les autres reviennent de façon sincère pour accompagner cela, c'est tant mieux. Mais dans tous les cas, chacun trouvera ses intérêts, aussi bien Bamako que la Russie ou d'autres partenaires, la Chine, la Turquie, etc., les États-Unis, etc. L'essentiel, c'est que les intérêts de chacun soient préservés et que les résultats attendus puissent être atteints. Si ce n'est pas le cas, écoutez, ça veut dire que personne ne pourra céder une marge pour rien, juste parce que quelqu'un te dit, il te fait la cour, etc. Non, tu ne peux plus accepter cela. Ce n'est pas comme nos dirigeants d'hier, qui, une fois qu'ils entendent la voix de Donald Trump ou de Macron, ils tremblent tout simplement, ils entrent en transe et avalent toutes les couleuvres. Aujourd'hui, il est question de travailler pour le peuple. Et c'est l'occasion, justement, de rappeler à tous les dirigeants, africains notamment, qu'ils ne sont dirigeants que parce qu'il y a des peuples qui sont derrière eux. Et donc, leur travail ne peut consister qu'à défendre les intérêts, mais sans concession, de leur peuple. Et dans tous les cas, je pense que c'est ce travail qui sera fait et qui a toujours été fait donc par les pays de l'AES. Et ça ne peut qu'être le cas, voilà, avec tous les partenaires qui entendent venir collaborer avec ces dirigeants dans cet espace. Le ministre Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne, a insisté sur des relations d'égal à égal. Luc, les États-Unis, habitués à conditionner leur aide à des critères démocratiques, sont-ils prêts désormais à ce changement de paradigme? Mais écoutez, c'est les États-Unis qui sont en train de faire la cour aujourd'hui au Mali, alors qu'il n'y a pas eu de changement, disons, d'élection démocratique au Mali. Ça veut dire qu'ils ont compris que cette façon de pérorer autour de ces concepts guindés qui n'ont aucun sens en vérité, où on nous a toujours bluffé, on les a utilisés juste pour nous endormir, cette histoire de la démocratie, de l'élection, etc. Alors qu'en réalité, c'est de la supercherie. Puisque, justement, à travers les élections, on n'a pas encore réussi à asseoir des régimes qui défendent la cause intrinsèque et intime de leur peuple. Au contraire, ce sont des pions qui sont choisis, justement, par ces puissances occidentales. Et on fait des simulacres d'élections pour pouvoir les positionner donc à ces postes stratégiques pour ne défendre en vérité que les intérêts donc de ces puissances impérialistes. Aujourd'hui, c'est vrai, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont à leur tête des dirigeants militaires qui sont venus par des coups d'État tout à fait salutaires, parce qu'en réalité, il suffit de recourir un peu à l'histoire et aux faits, au contexte sociopolitique dans lesquels ces dirigeants sont venus pour se rendre compte que c'était une dégradation avancée même des États, de ces États-là, de ces nations, et la société était complètement déstructurée, et il n'y avait même plus d'État à vrai dire, puisque le terrorisme et tout ça décimait les peuples, il n'y avait plus de vision autour de laquelle l'inconscience aurait pu être mobilisée. Si ces dirigeants sont venus par coup d'État, et ils ont adopté une nouvelle vision, un nouveau système de gouvernance, un nouveau leadership, qui réussit donc aussi bien au pays qu'au peuple dans son ensemble. Et qu'au départ, ils avaient donc agité l'épouvantail, des menaces, des sanctions, etc., qui n'ont pas marché. Et que les peuples sont encore mobilisés autour de ces dirigeants-là.
Du coup, ils reviennent, ils ne peuvent revenir qu'en comprenant que ces genres de narratifs liés à la théorie de la démocratie, d'élections, etc., ne peut plus marcher. Et donc, ils ne peuvent que se conformer à la vision définie par les peuples et leurs dirigeants, et qui leur réussit très bien parce qu'ils ont des résultats qui sont tout suffisamment appréciables, et on voit que leur économie est en train de prendre de l'envol. Les pays sont reconstruits d'une certaine manière. Il y a une dynamique qui montre que, ah oui, il y a des bases qui sont donc fixées et que l'évolution est garantie dans ces États-là. Mais d'ailleurs, Washington semble mettre la question du calendrier électoral, par exemple, au second plan. Est-ce l'aveu d'une diplomatie désormais guidée simplement par le seul intérêt sécuritaire et économique? Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont compris au bout du compte que les Maliens, tout comme en tout cas l'ensemble des pays de l'AES, ne sont plus dans les dispositions où ils peuvent avaler n'importe quoi. Et c'est intéressant parce que les dirigeants maliens ont développé une diplomatie agissante et très efficace dans l'action. Et donc, leur cause est entendue à partir du nouveau narratif qu'ils ont défini et qu'ils ont su donc distiller au sein de l'opinion. La preuve, c'est que nous sommes à distance ici, au Togo, mais nous en parlons avec autant de doigté. Ça veut dire qu'ils ont su travailler la conscience des gens et qui donc relaient cela à travers le monde. Donc, les États-Unis, étant dans un besoin cuisant, comme on l'a dit, des ressources, des minéraux, etc., sachant que donc il ne peut pas se passer de ces pays-là, vont venir se conformer tout simplement à leur vision. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de courber les chines parce qu'ils sont devenus de bonne foi, ils sont prêts à mettre sous éteignoir leurs principes à eux? Ce n'est pas encore gagné. L'essentiel, c'est que, écoutez, qu'on puisse gagner, respecter les intérêts de chacun et que, on évolue dans ce sens-là. Les États-Unis restent dans leur... D'ailleurs, même ces concepts-là qu'ils prônaient tout le temps. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils les adoptent en vérité? C'est parce qu'ils sont dans une position de force et ils utilisent tous les outils disponibles à leur disposition en fonction des réalités géopolitiques de l'heure. S'ils voient que la question de la démocratie des élections ne passe pas ici, alors qu'ils ont besoin d'y aller, mais ils vont se conformer à la réalité qui est là. La preuve, c'est que les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, etc., ne font pas des élections. Il y a de la dictature là-bas. Mais c'est leur premier partenaire. Ça veut dire qu'ils utilisent ces genres de concepts au cas par cas, selon que vous prêtez le flanc ou pas. L'essentiel pour eux, c'est d'atteindre leur objectif qui est donc d'avoir accès à vos ressources, tout simplement. Mais donc ce dialogue avec le Mali est-il la porte d'entrée pour une normalisation avec l'ensemble de la Confédération des États du Sahel, puisqu'il reste le Burkina Faso et le Niger? Oui, bien sûr, puisque le Mali, c'est le pionnier de cette nouvelle politique, de cette nouvelle vision souverainiste qui défend farouchement les intérêts de la nation. Je pense que si les États-Unis se montrent sincères dans la collaboration, évidemment, ils peuvent composer avec tout l'ensemble des pays de l'AES, d'autant plus que ces pays-là ont aussi besoin, en tout cas, de la technologie, des équipements, des moyens pour lutter contre les défis majeurs qui se présentent à ces pays-là, notamment la question du terrorisme, etc. Mais puisqu'ils ont déjà été mordus, justement par la mauvaise foi de ces puissances occidentales et leur façon à composer d'intelligence avec les terroristes juste pour disloquer donc ces États et les empêcher d'être des pays construits, il va falloir être suffisamment vigilant. Et c'est en cela qu'on se félicite de ce que, malgré toutes les épreuves qui sont dressés contre ces États, malgré la conspiration internationale qu'il y a contre ces États, ils ont réussi à garder le cap, ce qui n'était pas évident. Je pense que le pire est derrière ces États-là, parce que dès le début de cette nouvelle politique-là, vous avez vu comment aussi bien la France que les autres pays de l'Occident, de l'Europe, etc., avaient réellement conspiré. Ils ont même intensifié leur soutien aux terroristes avec des drones, des équipements sophistiqués, pour vraiment mettre du doute au sein des armées de ces pays-là, et en même temps, dans l'opinion, de sorte à disloquer ces États et démobiliser en tout cas cette nouvelle dynamique qui était construite. Si tout cela est passé sans que ces États ne tombent et continuent aujourd'hui de grandir, ça veut dire que, alors c'est la clé
qui leur permettra d'évoluer, il va falloir rester constant sans jamais se laisser distraire par les beaux discours éventuels qui leur seront servis et qu'on croirait que, bon ben, écoutez, ces gens-là ont été convertis. Ils ne se convertiront jamais. La seule chose qui leur importe, c'est la possibilité pour eux d'avoir accès aux ressources. Et donc, ces ressources-là, il faut les gérer, il faut les donner sur la base des partenariats qui profitent fondamentalement au peuple du Mali, en tout cas et de l'ensemble de l'AES. Récemment, le Niger a repris langue avec l'Algérie. Après un long moment de bruit, les États-Unis qui reprennent ou tentent de reprendre pied au Mali, il se susurre que l'Union européenne toque à la porte de l'AES. Donc, finalement, globalement, est-ce que c'est un échec de la diplomatie française dans sa politique de mettre les États de l'AES dans une sorte d'autarcie? Cette politique ne pouvait qu'échouer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine, c'est-à-dire qu'elle ne met pas au centre de tout l'être humain en tant qu'instrument qu'il faut épanouir. Et donc cette diplomatie qui consistait à intimider tout simplement, à vous clouer le bec et à vous empêcher de vous exprimer ou de revendiquer quoi que ce soit et de ne faire que subir est contre nature. Et donc cette politique-là ne pouvait qu'échouer. Et donc aujourd'hui, ce sont les pays de l'AES qui rappellent à ces puissances occidentales qui sont en réalité des humains et qui ont le droit d'exprimer leur humanité à travers tout ce qu'il y a comme aspiration dans leur environnement immédiat. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est une école qui est en train de se consolider et qui va s'étendre, bien sûr, à l'ensemble des États du monde, enfin de l'Afrique, simplement parce que aucun être humain en tant que tel, ne peut supporter le contexte où on lui dicte des choses, où il ne vit que par procuration, où il ne doit agir que par les décisions des autres, comme si on avait transféré son cerveau et ses facultés justement ailleurs. Ou alors, ces facultés doivent être travaillées et on lui fait que renverser, lui transférer les choses. Donc ça veut dire que aujourd'hui, ces puissances-là commencent à comprendre qu'il faut travailler avec eux dans un contexte de respect total. En tant que des États à part entière, suffisamment souverains et garants, très jaloux justement de leur identité, de leur histoire, de leur acquis en tant qu'être humain, en tant que société organisée. C'est impératif parce que là, aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information et tout le monde sait que quand vous n'êtes pas bon, quand vous n'êtes pas fondamentalement humain, eh bien, on va vous dénoncer tout simplement. Donc, je pense que les États-Unis font preuve de réalisme. Ils sont en train de comprendre. Et tous ceux-là qui étaient là à composer de façon mesquine, en étant dans la fourberie, dans l'insincérité, savent qu'ils ne peuvent plus prospérer, en tout cas avec les pays de l'AES, parce que ceux qui sont là-bas sont suffisamment lucides et ils ont compris que même au prix de leur mort, ils doivent défendre leur dignité, leur identité, leur histoire, tout ce qu'il y a comme réalité identitaire propre à eux. Voilà. Oui, il y a certains qui sont sceptiques et estiment que, à travers une analyse historique des relations entre les supposées grandes puissances et les pays africains, il est dangereux que les États de l'AES tentent de refaire cette amitié-là. Que pensez-vous de cette position et dans quelles conditions l'AES peut-il renouer avec les États-Unis sans perdre des plumes dans Non, ce n'est pas une amitié. C'est le partenariat, tout simplement. J'ai parlé tout à l'heure des intérêts qui guident la vie de toutes les nations. Ce n'est pas une amitié. Mais écoutez, vous avez posé un acte qui ne nous plaît pas, qui est contre nos intérêts. Nous vous disons, mais écoutez, partez. Ça ne convient pas à notre philosophie, à notre vision, à notre démarche qui nous permettent donc de gouverner pour développer notre pays, épanouir nos peuples, etc. Si vous êtes parti et vous avez tiré les leçons et vous pensez que vous pouvez recomposer avec nous, vous venez retrouver les garde-fous qui sont redressés. Et ces garde-fous-là, c'est que vous ne devez pas piétiner notre souveraineté. Vous ne devez pas en tout cas, nous imposer des choses qui ne nous conviennent pas. Si vous êtes prêts à faire cela, okay, allons-y. Nous restons vigilants, on vous suit. Le jour où vous dérapez à nouveau, on vous dit, bon ben écoutez, on retourne. La preuve, c'est que Bamako a rompu les accords de coopération militaire avec la France, etc., etc. Mais si demain la France souhaite à nouveau composer avec Bamako, ils ne sont pas des ennemis. On compose, mais chacun est suffisamment lucide et chacun défend les intérêts. C'est vrai, les gens doivent être sceptiques parce que toutes les fois où vous êtes un peu naïf, où vous prêtez le flanc, ces gens ne font que vous frapper.
Parce qu'en réalité... à l'époque de Maduro, qui vient d'être enlevé et de fusil sur la tempe de l'Iran. Tout à fait. Mais écoutez, ils ont utilisé la force là-bas. Mais ici, ils ne peuvent plus utiliser la force parce qu'ils ont déjà utilisé la force ici et nous les avons chassés. Et c'est pour ça que j'ai évoqué les raisons pour lesquelles ils sont en train de courber les chines et de refaire la cour. Parce que ces États-là ont élaboré aussi des partenariats stratégiques qui leur permettent d'avoir une voix qui porte. Vous voyez ? Puisqu'ils savent que, à moins de marcher sur le corps de l'ensemble du peuple malien, du peuple burkinabé, du peuple nigérien pour avoir les ressources. Mais si ce n'est pas le cas, tant qu'eux, ils seront vivants, il y a des limites à ne pas franchir avec eux. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en réalité, on est habitué à quoi? Au fait que lorsque on essaye de vous secouer un peu, tellement vous avez peur du lendemain, tellement vous ne croyez pas en vous, que vous cédez très facilement. Mais si ces pays n'ont pas cédé pendant 4 ans et plus, et ils continuent de rester dans cette marge-là, prêts à même souffrir avec leur peuple. Mais ça veut dire que vous n'avez plus d'autre formule que de composer avec eux en tant que des personnes à part entière, ayant leurs facultés et sachant très bien où ils doivent aller. Luc, pour conclure cette émission, si vous devez résumer en un mot cette nouvelle ère entre le Mali et les États-Unis, c'est de l'opportunisme ou du réalisme? C'est de dire tout simplement que quand vous voulez vous faire respecter dans la société, ayez des principes auxquels vous ne démordez jamais. C'est ce que le Mali est en train de faire et il pousse maintenant ces puissances occidentales à devenir réalistes et à comprendre que, écoutez, on ne peut plus utiliser les méthodes d'intimidation, les méthodes qui consistent à effrayer les dirigeants, à leur dicter les choses, ça ne peut plus marcher. Et donc, il y a une forme de réalisme qui est en train de se manifester. On va voir s'ils sont vraiment sincères ou pas, mais dans tous les cas, ça ne va émouvoir aucunement ces dirigeants-là et ça ne va pas non plus les distraire parce qu'ils ont fait de la question de la souveraineté, de la préservation des intérêts de leur peuple, de leur choix stratégique, un principe qui meuble leur vie et tous les choix politiques, stratégiques, économiques, culturels qu'ils opèrent. Et donc, si vous voulez composer, venez, on va aller ensemble, à condition que chacun respecte l'autre en tant qu'être humain à part entière et des États entièrement souverains. Merci, Lucas Baki, d'être passé encore sur ce plateau. Ce fut un plaisir. Et l'invité de l'actualité de ce soir se referme. Dans un instant, Dr Guillaume Rome avec ses invités pour Regard croisé.